Et nous allons démarrer dans l'année 504. Vous entrez donc dans l'univers des légendes arthuriennes, un monde où l'histoire et le mythe s'entrelacent. Ici, les chevaliers poursuivent la gloire, la loyauté et l'honneur, mais croisent aussi des merveilles païennes et des enchantements oubliés. Les récits des bardes et des moines se mêlent à la dure réalité des guerres contre les Saxons, les Pictes ou les Irlandais. Dans Pendragon, chaque personnage n'est pas seulement un héros, il est l'héritier d'une lignée, le porteur de la mémoire de ses ancêtres, et ses choix pèseront probablement sur l'avenir de la Bretagne. Depuis la mort d'Uther Pendragon, le trône de l'ogre est vacant. Le haut roi n'a laissé derrière lui qu'une rumeur, certains disent qu'il avait un fils, disparu mystérieusement avec Merlin. L'épée dans la pierre est apparue sur le parvis de Saint-Paul, à Londres, mais nul n'a encore réussi à l'en tirer. Pendant ce temps, les royaumes saxons s'étendent, toujours plus. Cerdic a fondé le Wessex après avoir pris Anton. Bor s'est emparé de Chichester, et les rois d'Essex et du Kent ont pris Londres sans effusion de sang. La Bretagne est divisée, livrée aux ambitions des seigneurs bretons comme aux raids incessants de ses ennemis. Au milieu du chaos, un roi se dresse, pourtant, Nantéléode d'Escavalon, qui rassemble peu à peu les royaumes bretons sous sa bannière. Mais son autorité est encore fragile et ses victoires ne suffisent pas à apaiser les guerres fratricides qui minent le pays. En face de lui d'ailleurs, le roi Hydre de Cornouailles semble bien décidé à peser pour pouvoir également prétendre au titre de haut roi. En 504, la Bretagne n'est plus qu'un échiquier où s'affrontent Saxons, Bretons et puissances de l'ombre, tandis que les vieilles traditions païennes se heurtent de plus en plus au christianisme. Au cœur de Londres, du royaume de l'ogre, se trouve le comté de Salisbury, l'un des bastions de résistance contre les Saxons, longtemps dirigé par le valeureux comte Roderick, tombé comme bon nombre de ses pairs en 495. Il est aujourd'hui, le comté, aux mains de son fils Robert, jeune chevalier de 20 ans, récemment marié à Lady Catherine de Ridichan. Salisbury est une terre riche et fertile, mais assiégée de menaces. Au sud, le Wessex saxon. À l'est, le duché de Chester, bien qu'une alliance récente normalement devrait permettre d'éviter ce danger-là. Et au nord, le duché de Clarence. À l'ouest, les comtés voisins aux alliances fluctuantes jusqu'à la Cornouaille. Le château de Sarum, siège du comté, abrite près d'une centaine de chevaliers et de guerriers, mais même une telle force paraît bien mince face au flot d'envahisseurs potentiels. Pour faire face, je le disais, une alliance récente a été scellée avec le duché de Silchester et le comté de Ridichan, mais l'instabilité de la Bretagne finit toujours par frapper au cœur de l'ogre, et pour éviter la guerre, un tribut est versé aux Saxons depuis plusieurs années. Il semblerait toutefois que le jeune comte n'entend pas poursuivre ainsi trop longtemps. Aux confins nord-est du comté s'étend la vallée du Cheval Blanc. Rattachée à Salisbury depuis peu, autrefois partie de Ridichan, elle a été donnée en dot au comte Robert lors de son mariage l'année dernière. La bannière qui flotte sur ces collines est celle de Sir Kyle Duffington, un vieux chevalier respecté, homme de devoir et de silence, dont le blason porte un cheval d'argent sur champ vert. Son fief est isolé du reste de Salisbury par une bande de terre de Clarence. Il faut 4 jours de cheval pour rejoindre Sarum depuis Uffington. La vallée est marquée par son histoire et ses traditions. Au nord, la sombre forêt de Campacorentin s'étend jusqu'à la Tamise. Au sud, se dressent les collines crayeuses où galope, tracé dans la roche depuis des siècles, le mystérieux cheval blanc d'Uffington. Ici, les traditions chrétiennes cohabitent encore avec les cultes païens. Tumulus, tertre et sanctuaire rappellent un passé plus ancien que Rome. La vallée est vivante, fertile, traversée de bourgs et de villages prospères, mais cernée de menaces. Ces chevaliers défendent à la fois la terre et un héritage spirituel, car dans les collines du Cheval Blanc, chaque pierre et chaque sentier rappellent que les dieux anciens ne sont jamais loin. Petit résumé de l'année 504. En l'an de grâce 504, la Bretagne est une terre suspendue entre le déclin d'un âge et l'éveil d'une prophétie. Depuis que le haut roi Uther Pendragon a rejoint le silence des tombeaux, le trône de l'ogre demeure désespérément vide. À Londres, l'épée sacrée attend, scellée dans le roc, une main digne vient l'en arracher, tandis qu'aux frontières, l'ombre des Saxons s'étend inexorablement. Dans ce chaos, le comté de Salisbury s'élève comme un ultime bastion de courage porté par le jeune comte Robert.
C'est au cœur de la mystique vallée du Cheval Blanc, Uffinton, que s'éveille la destinée de 4 écuyers. Il y a là Morgane, Glory, l'enfant trouvé aux cheveux de lune et au regard d'or, dont l'âme semble liée aux brumes de l'autre monde. Éderne de la Forge, héritier d'un père mourant. Melwen d'Anton, l'exilé au cœur brûlant, dont la soif de justice n'a d'égal que sa haine pour l'envahisseur saxon. Et enfin, Niall, le fils du maître d'armes, porteur secret d'une lignée royale déchue du lointain Norgal. Leur voyage vers l'âge d'homme débute lors d'un banquet solennel au manoir de Uffinton. Pour la première fois, ils quittent l'ombre des tables basses pour siéger parmi les preux. Tircaël leur confie, à la fin du repas, une mission d'honneur, escorter un présent d'argent jusqu'à Oxford pour sceller la triple alliance. Mais avant la route vient le rite. Lors de la course du cheval blanc, lors d'une nuit étoilée, les 4 amis basculent dans la faillerie. Dans ces clartés irréelles, chaque âme est mise à nu. Niall affronte un gardien titanesque dont la voix gronde sous la colline. Melwen traque un cerf rouge sacré pour en obtenir un présent. Et Morgane rencontre sa mère féerique. Il lui révèle sa nature de pont entre les 2 royaumes. C'est Morgane qui franchit la ligne à l'aube, victorieuse et habitée par une force nouvelle. Quelques semaines plus tard, le périple vers Oxford se mue en une quête de justice. En traversant des villages dévastés, les écuyers découvrent que la menace n'est pas saxonne mais intérieure. Sir Guyon de Hartford, vassal félon, a orchestré des pillages pour masquer l'assassinat de Sir Meian de Southmore et l'enlèvement de sa fille Lady Cyrielle. Par une infiltration nocturne audacieuse au manoir de Buckland, les compagnons parviennent à libérer la captive, bravant par leur courage les risques d'une escapade mortelle. À Oxford, l'heure de la gloire sonne lors du Bohort. Melwen mène les forces de Salisbury à une victoire éclatante, capturant le commandant adverse sous les yeux de la noblesse. C'est dans l'effervescence, suivant le Bohort et la grande mêlée, que l'adoubement de nos 4 écuyers va avoir lieu. Mais avant, lors du dîner, Morgane révèle sa véritable identité de femme, une vérité acceptée avec honneur par ses pairs. Au petit matin, la cathédrale d'Oxford voit alors l'adoubement des 4 chevaliers. Mais le calme est éphémère. Lady Cyrielle accuse publiquement Sir Guyon de ses crimes. Un jugement de Dieu est ordonné. Sir Melwen, champion de la dame, affronte le félon dans un duel à mort et le terrasse, lavant l'honneur des Southmore dans le sang. Pourtant, le retour dans la vallée n'apporte que de nouveaux mystères. Une rumeur a été lancée. Éderne ne serait pas le fils de sa mère. Et il s'avère qu'une femme d'Ashbury, la femme du meunier, est venue confesser le fait qu'elle serait la vraie mère d'Éderne. Mais celle-ci est retrouvée empoisonnée dans la cure de l'église, et son fils Connor a disparu. Les 4 chevaliers se lancent à la poursuite d'une âme brune. Lancés dans cette poursuite acharnée, les 4 chevaliers sauvent l'enfant et confondent les comploteurs, les complices de la comploteuse, restaurant définitivement l'honneur de la lignée de la Forge. Liés par une vision commune du cheval blanc, les incitant à ne plus jamais marcher seuls, ils forment sous serment la compagnie du cheval blanc. Alors que l'année s'achève, sur les noces de Melwen et d'Éderne, l'écho des guerres futures commence déjà à résonner par-delà la colline, annonçant un temps où leur serment sera peut-être le dernier rempart contre les ténèbres. L'hiver où, au coin du feu, tout ce qui a été réalisé pendant l'année précédente parcourt progressivement la vallée. C'est là que se forge la gloire acquise pendant l'année et qu'elle se transforme en réputation affermie. Celle que vous avez pu acquérir est assez forte, évidemment, d'une part parce que à partir du moment où vous êtes devenu chevalier ou chevaleresse, vous héritez pleinement de la gloire, d'une partie en tout cas, de la gloire que vos parents, votre père notamment, avaient déjà acquise, et puis l'adoubement, le Bohort d'Oxford, la livraison, ou en tout cas
la livraison du colis, j'allais dire, l'exfiltration surtout de Lady Cyrielle. Enfin, tous vos exploits de l'an dernier ont résonné parfois autour de la table ou du feu, au milieu de bien d'autres hauts faits, évidemment, de grands seigneurs bretons ou de chevaliers locaux. Pendant tout cet hiver, alors que Edern, lui, n'a pas passé l'hiver à Ashbury, puisque cette année, il a été invité à passer l'hiver avec Sir Guilhem, le sage, le chevalier meunier assez âgé et conseiller de Sir Kael, dans le château de Sarum, à la cour du comte Robert. Il y est allé avec sa jeune épouse, Lindsay de la Forge, et il a eu l'occasion, là-bas sans doute, d'avoir les primeurs d'un certain nombre d'informations, puisque les cours d'hiver sont aussi des moments où se tractent les enjeux diplomatiques et se préparent les batailles de l'été à venir. Et vous avez appris le retour assez tôt d'Edern de la Forge et de son épouse, puisqu'ils sont revenus fin février, alors que les dernières neiges n'étaient pas encore toutes fondues. Et vous vous êtes hâtés de prendre rendez-vous tous les quatre pour pouvoir partager à nouveau un petit peu vos vies, peut-être essayer d'avoir les primeurs des nouvelles de la cour, plutôt que d'attendre le banquet, qui n'aura lieu qu'aux alentours de la mi-mars, aux alentours du 20 mars, hein, finalement, hein, lorsque le printemps revient. Et vous vous dites que Edern aura sans doute plein de choses à vous raconter. Et c'est ainsi que nous retrouvons nos 4 chevaliers dans la taverne. Pas n'importe quelle taverne, évidemment. La taverne de Longcote. Je l'ai perdue, je l'avais préparée avant. Je vais aller la récupérer. La taverne de l'auberge, qu'on appelle l'auberge du cerf rouge. Ce qui fait écho en toi d'ailleurs, Maëlwen. J'ai peut-être même choisi pour ça. Mais c'est l'auberge que tu connais, hein, puisque vous savez que c'est l'auberge où Niall, depuis bien longtemps, un peu ses quartiers, lorsqu'il a du temps libre. Et l'auberge est pleine en fait. Hein. Il y a de nombreuses têtes rousses. La communauté irlandaise d'Uffington se rassemblant généralement à Longcote, et cette taverne étant un petit peu la leur. Vous êtes accueillis évidemment par Niall, et puis vous vous installez. Niall visiblement a une table qui lui est réservée, d'autant plus maintenant qu'il... Oui, on a une belle table. Vous entendez des chants qui est toujours réservée. Des chants, de la musique, et je vais vous laisser, je ne sais pas, peut-être avez-vous des choses à vous dire au sein de cette taverne. Je nous ai fait préparer un petit repas spécial pour ton tour, Edern. Ah ben, je vais rentrer déjà déposer ma cape. Il fait encore frais en ce début d'année, et je suis rayonnant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je suis tout sourire. Vous sentez bien que j'ai une annonce à vous faire. Maëwen arrive. Il prend le temps de débarrasser la neige à ses pieds et de mettre sa cape à sécher auprès du feu. Et lui aussi, quand il se tourne vers vous, a manifestement des choses à vous dire. Et il rayonne de joie, manifestement. Eh bien, moi, je suis très excitée de vous revoir. Je pense que je n'enlève même pas la neige de mes bottes et je pose nonchalamment ma cape sur ma chaise. Je m'attable et je vous dis alors, messire, quelle nouvelle, Alors, madame. Quelle nouvelle de vos fiefs? Eh ben, que des bonnes nouvelles. J'avais trop hâte de vous dire, mais
Je laisse un long moment de silence, un peu, et l'émotion m'étreindre. Mon épouse est enceinte. Je suis heureuse de l'entendre. Félicitations. Ah, Je le prends dans mes bras. Ça fait plaisir. Heureux de verre. Ah ben, Eh bien, nos enfants auront donc un ami de leur âge. ah, mon ami, Ah. et je viens t'embrasser, enfin, embrasser au sens te prendre dans mes bras. Oui. Et voilà. Cyrielle aussi est enceinte. Ah, mais je n'en doutais pas. Ah, c'est fabuleux. Dieu est avec nous. Mon ami. En tout cas, démographiquement, nous allons vaincre les tailles. Et c'est parti. C'est parti pour la guéguerre. Non, mais vous inquiétez pas, nous. Alors, quand est-ce que vous travaillez pour votre camp? Ben, Ah, mais arrête, Maïwen. c'est difficile de procréer seul, cher Maelwen. Ah. C'est parce qu'ils sont pas habitués. Oui. Mais en tout cas, j'ai pris mes quartiers, j'ai pris le temps de préparer tout ce qu'il y avait à faire. J'ai mis en place un intendant, enfin une intendante, parce que je suis manifestement nul en gestion de domaine. Donc, je suis bien contente de vous retrouver et de me dire que dans quelques mois, nous allons reprendre la route. Oui, d'autant plus que ça bouge du côté de nos frontières. Ménial, tu restes bien silencieux. Comment c'est Écoutez, passé vous avez présenté chacun vos fiefs et vos réussites. Je vais vous présenter donc mon fief. Et là, il tend les mains vers la table. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter. Et là, vous voyez qu'il pousse un petit peu une sorte de plateau qu'il y avait sur la table. Et au milieu de la table, il y a une sorte de cheval blanc qui est gravé. Oh, C'est notre table. Eh ben, Et Non, un petit mon bonhomme, tu intendant- fais pas les choses à moitié. Bah écoute, hein, on fait avec ce qu'on peut. Bon, c'est moi qui l'ai fait, hein, j'avoue. Donc on aurait pu trouver mieux, mais j'ai trouvé ça assez agréable et notre ami l'aubergiste nous a permis de graver un peu cette table. Et d'ailleurs, superbe. j'allais dire Ed. Liam, À ce moment-là, excuse-moi, mais effectivement, le jeune ménestrel Liam entonne la ballade des compagnons du serment du cheval blanc, qui est déjà visiblement fort connu dans l'auberge du cerf rouge de Langcote, alors que les danseurs qui naviguent entre les tables ne manquent pas de vous faire une petite révérence, passant vers vous. l'aubergiste nous amène un porcelet. Donc, qui suffira amplement pour ce soir, ainsi que quelques tourtes, quelques pains et du fromage, principalement du chauffage de brebis, et 2 belles outres de beaux pichets de cidre, qui nous permettront de descendre un peu tout ça et de nous raconter nos péripéties. C'est mon fief actuellement, et je le trouve pas trop mal. c'est En tout cas, c'est Je festif. le gâte, décidément. c'est un des meilleurs fiefs que j'ai vu depuis des mois, et surtout, c'est la compagnie qui fait toute la différence. Oh oui, c'est J'aime ma chaleureux. femme, mais je dois avouer qu'avec vous, c'est toujours plus amusant. Mais notez que j'ai désormais un amour plus que sincère envers ma femme. Le fait qu'elle porte mon enfant est quelque chose pour moi de fondamentalement... comment dire, je trouve pas les mots, C'est pas la première fois. Mais est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu ce que j'ai pu entendre à la cour d'hiver du comte Robert? Ah bah oui, oui. Ou est-ce que vous voulez qu'on se boive ces 2 cruches de cidre avant de commencer?
Est-ce que tu as des annonces à nous faire juste à nous et donc Des annonces il faut juste qu'on à vous. soit encore sobre. Il faut qu'on soit sobre. Est-ce que tu veux que ça s'entende dans toute l'auberge? Auquel cas, effectivement, nous pouvons boire avant. Ouais, on va éviter de boire, mais par contre, on va commencer ce porcelet qui me semble fort bon. Quoi qu'il en soit, j'ai passé quelques mois très intéressants. Donc, j'étais à la cour du comte Robert, comme vous le savez, avec mon épouse, ma divine épouse, j'ai envie de dire. Là, c'est la femme de ma vie, que ça soit bien clair maintenant, entre nous, qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ça, d'accord? Un enfant, imaginez un enfant en quelques mois. Bref, je m'égare. Et là-bas, bon, il y a toujours ces histoires quand même entre les païens et les chrétiens. Ça reste quand même sous-jacent à toutes ces histoires de cours. Je vais pas trop en remettre dessus, mais Maëwen, voilà, parce que je sais que tu es très attaché comme moi. Il reste évident que le paganisme est très important à la cour de Sir Robert. Bref. Là-bas... Je craignais que tu nous annonces qu'il y avait des tensions. Non, c'est pas des tensions. Oh, c'est pas des tensions. Lady Lindsay, mon épouse, a pu faire preuve d'une capacité que je ne connaissais pas et que je l'admire pour ça, car elle s'est attachée à la cour d'une manière si élégante et si intrigante presque qu'elle en a pu en tirer des informations que même moi je n'aurais pu avoir. Les mois passent et plus les mois passent, plus cette femme je la découvre exceptionnelle. Mais moi, pendant ce temps, j'ai pu côtoyer Sir Yolins de David, et ça, vous vous en rappelez peut-être, sa charmante sœur, Lady Orland, aussi belle qu'intelligente, qui est d'ailleurs la cible, je vais utiliser le terme cible parce que ça me paraît important d'utiliser ce terme-là, de la convoitise de nombreux nobles. Son père, actuellement, se refuse à la donner en mariage, même si vous avez pu voir comme moi qu'elle a l'âge, et la beauté, mais aussi l'intelligence. Mais Sir Sawel de Davies n'attend pas à céder sa fille au premier venu. Enfin, je sais que certains, et haut placés, exactement, souhaiteraient sa main. Bref, tout ça, je m'égare parce que c'est peut-être pas le plus important, mais gardez-le en tête. On ne sait jamais, ça peut faire des troubles, parce que cette cour d'hiver, tout ce que j'ai pu entendre là-bas, c'est que c'est pas si simple que chez nous à Huffington. Vous voyez ce que je veux dire? Huffington, c'est simple, Sir Kael dirige, nous on obéit. Là-bas, c'est plus compliqué que ça. Il y a des tractations, il y a des discussions, tout ça me dépasse un peu. Heureusement que mon épouse était là. Et j'ai pu discuter avec quelques dirigeants, enfin quelques chevaliers haut placés, et j'ai pu aussi voir la main de Lady Hélène de Salisbury. Pour moi, le comte Robert avait tout pouvoir, mais je me suis aperçu que ce n'est pas vraiment aussi simple que ça, et que sa mère, Lady Hélène de Salisbury, qui a assumé la régence pendant des années, presque 10 ans je crois, si je me rappelle bien, a toujours la main mise sur la direction, enfin, la main mise. C'est normal, il faut écouter sa mère. Moi, si j'avais eu ma mère, j'aurais écouté. Qu'est-ce que vous en pensez? Sir Maelwen, tu es bien d'accord? C'est pas moi qui vais te contredire. Voilà. Quant à Niall... C'est pas sa mère que je suis là. Bah voilà. Et je sais bien que Morgane, toi, c'est pareil. Ah oui, bah tu le sais. Bah voilà. Et moi, si j'avais eu la chance... Enfin, on va pas revenir sur cette histoire de rumeur... C'est fini. J'ai pu m'approcher un peu plus, enfin m'approcher plus que m'approcher du comte Robert. Le comte Robert a à peu près, enfin il a nos âges, notre âge, et Sir Jonas et moi-même avons eu l'honneur de participer à de nombreuses soirées avec lui, et je dois dire que parfois c'était en privé, car j'ai l'impression que Sir Robert, voyant en nous, alors pas des égaux, attention que ça soit clair, Sir Robert et Sir Robert, comte de Salisbury, mais au moins des personnes à qui il pouvait parler sans rentrer dans ces tractations que les chevaliers plus âgés ont l'habitude de passer avec lui, peut-être des moments privés en toute simplicité.
j'ai trouvé que le comte Robert extrêmement intelligent, pugnace et extrêmement responsable, ce qui m'a même mis, alors avec toute la modestie, il est bien plus capable que de diriger le royaume que n'importe lequel d'entre nous, il a été formé pour ça. C'est d'être troublé et il a eu beaucoup d'envoyer des ambassadeurs, enfin des émissaires, on va dire comme ça. La question étant assez simple. Est-ce que les deux rois passent à l'offensive? Pardon? Les deux rois passent à l'offensive diplomatique? Exactement. Sir Malwen, c'est comme si tu avais été là-bas. C'est comme si j'avais écouté nos aventures cet après-midi. Et le fait, c'est que la question importante, c'est est-ce qu'il faut payer le tribut aux Saxons? Car je ne vous l'ai pas dit, mais entre plusieurs invités à la cour du comte Robert, le prince Cynric du Wessex est venu proférer des menaces. Il a indiqué que son père, le roi Cerdic, qui est soutenu par d'autres rois saxons, Porte et Ael, détruirait Salisbury cet été si le comte Robert ne se soumettait pas maintenant soit à une alliance, soit à un tribut. Bien, je vois que j'ai été bien inspiré de ne pas ménager mes hommes. Ils sont peu Exactement. nombreux, mais Et pendant ce temps, on a Sir Lac d'Estregal et Sir Alain de Carillon qui, eux, portaient plutôt des propositions de la part des forces de Combray. Et il y a eu de longues discussions entre tous ces chevaliers. Le comte Robert a écouté les conseils de sa mère, les conseils de son épouse. Alors son épouse, attention, Lady Lindsay s'est rapprochée d'elle, elle est plus intéressée, son épouse, par les froufrous et les robes de la cour que par la diplomatie, mais c'est une belle femme et intelligente. c'est la fille de la comtesse de Rindishan. Je pense que Alors, sous ses verres de paille touchés, elle doit comprendre pas mal de choses qui se trament. je ne me permettrai pas de porter un jugement sur la femme de notre comtin, même si j'ai quelques idées sur la question. Vous voyez peut-être que Aidan a un peu mûri sur quelques mois, et surtout au contact de son épouse, Lady Lindsay, qui est bien plus maligne que lui d'ailleurs. Et finalement, le comte a décidé de n'accorder ni tribut, ni alliance aux Saxons. Il a même ordonné au prince Cynric de retourner auprès de son roi sans aucune réponse. Le prince a bien évidemment est parti en proférant des menaces, ce qui était prévisible après un tel renvoi. Tout ça pour dire que, effectivement, les Saxons se pressent à nos portes. Vous avez entendu parler qu'ils ont pris Londinium. Alors, ils ont renforcé leur position à Londinium, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Mais oui. J'imagine que ça va commencer à frictionner entre eux aussi. Certes, pour l'instant, ils sont unis pour nous conquérir, mais ils sont trois prétendants différents à la même couronne, finalement. Il y a beaucoup de prétendants. Et le Sir Robert nous a confié à Yolande et à moi que lui soutiendrait en priorité ou accepterait de mener le combat vers l'Est ou le Sud plutôt que s'intéresser à des combats fratricides pour trouver qui pouvait être le roi de Bretagne. En tout cas, Sir Robert est persuadé que le combat doit être mené vers les Saxons. Mais pendant ce temps, ce n'est pas forcément la position de tous les autres dirigeants des royaumes. Et c'est bien là le problème. Est-ce que vous avez des questions peut-être, des interrogations, des informations complémentaires avant que je continue? J'ai révisé mes cartes dernièrement, c'est vrai que si Chester est quand même bien entouré entre l'Essex et le Wessex, il y a pas mal de rois saxons à nos portes. Exactement. Un peu après le départ du prince, j'ai eu l'occasion de rediscuter avec Robert et Yolins qui nous a fait part dans la plus grande discrétion, et je tiens à ce que ça reste entre nous,
puisque c'est un secret qu'il nous a glissé à l'oreille. Quand Mais- tu commences à dire ça, je regarde alentour. S'il y a Danse, des, ça- s'il y a les des gens- oreilles qui se taillent en pointe. les gens n'ont pas l'air de vous espionner. Il y a que des Cambriens ici, de toute façon. Donc, et des Irlandais, donc... Robert a scellé un accord avec le roi Nantéléode. Il a accepté que le roi et ses troupes traversent Salisbury au début de l'été pour aller combattre les Saxons à l'est. Et Robert a accepté cela en contrepartie d'une promesse de protection de Salisbury par le roi et ses alliés si nécessaire. Bien sûr, l'information a déjà fuité, semble-t-il. Sir Berthold, l'intendant d'Oxford, qui représentait Dishan, et Sir Ufo de Fanam, le jeune frère du duc Ulfus, sont au courant. Il semble que la Triple Alliance ne s'oppose pas à ce que à l'avancée du roi dont je me suis Nantéléode, Ouais, non. cet été, parce que le seul vrai ennemi de la Bretagne, c'est les Saxons. Et si Robert a été clair, nous ferons partie du convoi de Sir Kael, et de grandes batailles s'avancent ou s'annoncent devant nous. J'imagine que tu as déjà pu en parler à Sir Kael. Non, vous êtes les premiers à qui j'en parle, car vous êtes mes amis et nous sommes des compagnons du Cheval Blanc. Tu nous honores. Bon, voilà. Et puis Mais, je pense merci qu'il a eu pour, l'information de quelqu'un d'autre. Je suis pas le seul à être rentré. Sir Guilherme Je pense. m'informera, mais il n'est pas encore rentré en fait. Tu es rentré un petit peu plus tôt, donc C'est vrai que je suis en train Sir de... Guilherme va rentrer d'ici 2-3 semaines en fait. Hein. Bah, j'irai l'informer à Sir Kael. Et si nous prenons 2-3 semaines d'avance sur la préparation, C'est ce que j'allais dire. peut-être pas mal, hein. Cela va nous Et- permettre de se mettre en route tout doucement. Les campagnes militaires, vous le savez, hein, c'est juin, juillet, août. Hein, on ne fait pas la guerre Tout de suite. à n'importe quel temps. À n'importe quel Non, temps. mais on s'entraîne. Bien souvent, c'est après les récoltes. Peut-être une dernière information et après je me tais et nous festoyons. Mon épouse, qui est maline et a une intelligence politique que je n'ai pas, a clairement identifié que le roi Hydre, qui vient de Cornouailles, et le roi Nantéléode, qui vient de Cambrai, pour le peuple et puis pour les habitants de l'Ogre, ou les chevaliers de l'Ogre, il paraît impensable aux chevaliers de l'Ogre qu'un des deux rois puisse un jour fédérer la Bretagne. Car le cœur battant de la Bretagne, c'est l'Ogre. Ni les Cornouailles, ni la Cambrai. Mais il y a un affrontement latent entre le roi Hydre et le roi Nantéléode. On l'avait peut-être pas senti, mais je pense que c'est plus que latent. Il y a une tension. Il faudra qu'on soyons vigilants peut-être à cela. Et si un prétendant au trône de l'ogre se déclare dans les années qui viennent, il aura fort à faire pour unifier ces deux-là. Exactement. Bah, c'est de la politique qui me dépasse, moi, à titre personnel. Mais il est toujours bon d'avoir les tenants et les aboutissants. Alors, Je serais pas ce arrivé. cidre. J'ai moi aussi des conseils avisés de plus malines que moi. Comme quoi... Lesquels Enfin, c'est le MJ qui demande, il n'y a pas quelqu'un qui passe sa Ah tête non, non, au-dessus de la tienne. L'espion de Nantéléode qui est derrière. C'est Liam, il prend des notes. Il va écrire une chanson sur le Bon. rapport avec les Si Saxons. Porcelet va pas se manger tout seul, Et d'ailleurs, alors, a priori, on vous a laissé un petit peu tranquille pendant ce moment où vous étiez un petit peu resserrés tous les quatre comme un conciliabule qu'on ne dérange pas, et donc on ne vous a pas dérangé. Mais Siobhan, qu'on aime la brune aussi, mais ne nous trompons pas, aucun rapport
avec qui nous savons. Sioban, que vous avez déjà vu, hein, puisqu'elle était présente au moment où vous avez fait la course du cheval blanc, et Oui. elle tournait un petit peu autour de Nial, ce qu'elle ne va pas manquer de faire d'ailleurs, parce qu'elle vient vous servir, mais ce faisant, elle laisse glisser ses cheveux un petit peu contre les joues de Nial, se penchant vers lui. Messire, messeigneurs, c'est un honneur pour nous que de vous recevoir ce soir. Je vous ai apporté à nouveau un petit peu de cidre, et surtout, Nial, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je n'hésiterai pas, merci beaucoup. Je vois que c'est ton fief à plus d'un Tu lui titre. fais un petit clin d'œil appuyé. C'est ça. D'ailleurs, notre table est située en hauteur pour éviter une quelconque écoute. D'accord. Et il y a même une tenture qu'on peut tirer pour qu'on y soit accueilli de façon discrète. Et puis en plus, même si elle est brune, elle est irlandaise. Oui, je sais. Mais disons que mon devoir va devoir passer avant peut-être mes prétendantes. Car moi j'ai aussi été cet hiver acquérir quelques renseignements, mais je te laisse Malouane parler, je vous dirai Pour ma part, informations que j'ai. je me suis beaucoup attaché à reconstruire le manoir de Southmore, et puis j'ai un peu mené la vie dure à mes capitaines. Ah, Donc ils apprécient mieux la chaleur du feu désormais, maintenant qu'ils savent à quel point il fait froid dehors quand on s'entraîne. Mais bon, en même temps, tenir une ligne de piquet, ça va pas s'apprendre tout seul. Hein. La soirée va passer, hein, je vais pas vous contraindre je sais pas si vous avez moi d'autres je vais raconter un peu ce que j'ai fait aussi. Hein. Ah ben vas-y. Bah écoutez, moi j'ai pu passer un peu de temps chez... alors tu me diras si je me trompe, hein, c'est le sire Allen de... Oh merde, j'ai perdu la ligne. Alors c'était avant l'hiver, mais effectivement, Ouais. tu es allé à Carlion. Oui, Et donc tu as rencontré Alain de Carlion. Alain de Carlion. Alain de Carlion, que voilà. Hop, et puis je te le montre. Qui était aussi chez le comte Robert cet hiver, c'est ça? Ben, en fait, tu lui avais porté un message à l'automne. Et il se trouve que Alain de Carlion a effectivement passé, peut-être pas l'intégralité de l'hiver, mais enfin une bonne partie de l'hiver à la cour d'hiver de Salisbury, de Sarum et donc du comte Robert. Il a commencé effectivement à vouloir peut-être passer certains pions, mais bon, j'en ai profité pour apprendre quelques petites choses. Effectivement, que ça, là je baisse la voix. Hein. J'ai cru comprendre que ce jeune sire avait un rapport peut-être d'héritier avec le roi de Nantéléode. Tu me dis si je me trompe, hein. Non. D'après ce que tu as compris, en fait, c'est l'héritier, c'est le fils aîné du roi Nantéléode, alors qu'il se présente lui-même comme son cousin. Donc, ce qui veut dire qu'il commence à placer certains pions, et j'ai pu apprendre de façon, on va dire, beaucoup plus poussée, quelques connaissances sur la Cambrie et les différentes factions existant là-bas et les différentes provinces. Et je me suis rendu compte là que l'exil de ma famille m'a fait perdre les connaissances et le contact en fait que j'avais avec cette région. Et j'ai décidé, avant que le destin m'y porte, de me renseigner un peu plus. Donc je vais envoyer 2 équipes avec chacune un chasseur et un mercenaire que je vais embaucher afin de faire le tour de différentes provinces de Cambrie et de m'obtenir quelques renseignements durant cette année. J'aurai sûrement un retour l'année prochaine, mais ça me permettra d'avoir quelques, on va dire,
quelques renseignements un peu plus populaires que les intrigues lointaines des divers cours de la Cambrie. Mais effectivement, s'il a, à la lueur de ce que tu viens de me dire, sur le fait que le roi de Nantéléode a conclu un accord avec le comte Robert de faire passer ses troupes, le fait qu'il m'ait gardé quelque temps me laisse dire qu'il place aussi ses pions. Et que m'avoir à ses côtés pendant quelque temps était peut-être par plaisir à mon avis, hein, mais peut-être aussi dans le but d'avoir quelques alliés le jour où effectivement il prendrait le trône de Nantéléode. Ah, Nantéléode, c'est le nom hein, du roi d'Escavallon. De trône d'Escalon. C'est compliqué. Alors, si on remonte avant l'hiver, à ce moment-là, c'est vrai que je suis allé à Silchester pour voir le duc Ulfus. Pour accompagner je sais plus qui d'ailleurs. Mais le duc Ulfus, un diplomate. un diplomate. Et le duc Ulfus m'a gardé avec lui un bon mois avant que je rentre. Et nous avons étudié spécifiquement les pratiques martiales de bataille des Saxons. À la lumière de ce que l'on racontait l'un et l'autre, clairement, il y a des anticipations qui se font. C'est ça, de toute façon, Ridishan et Ulfus, enfin Silchester, sont alliés au comte Robert dans la Triple Alliance. Ils ont tous les trois accepté quelque part que le roi Nantéléode d'Escavallon traverse les terres de l'ogre, hein, en fait, pour aller les combattre. Et pendant ce temps, on aura le roi Hydre, pardon, qui continue. Il est dans le Somerset, je crois, de son côté, un peu seul. Quelques batailles d'arrière-garde entre Bretons, hein, je crois quand même. Je m'abuse. Oui, bah, il travaille à conquérir en fait les Cornouailles, le roi Hydre. Hein. Il vient de la petite Bretagne et il est en train de remonter progressivement les Cornouailles jusqu'à arriver bientôt aux portes de l'Ogre, hein, puisque le Somerset, le Dorset sont quand même des comtés qui sont proches de Salisbury. Il n'y a pas le Wessex entre eux et nous ? Non, le Wessex, c'est au sud de tout cela. D'accord. Okay. Ouais, malheureusement... Nous pourrions remettre une carte de Bretagne. On pourrait peut-être mettre les cartes en accès pour nous, en fait. Ah, mais elles y sont, camarades. Je crois que ça fait partie du Wessex, qui est dominé par le roi Cerdic. Le roi Cerdic qui, par ailleurs, revendique d'être à moitié breton, ce qui n'est pas faux, puisqu'il est le fils de Vortigern. Mais oui, qui fut roi avant Uther. Qui fut roi avant Uther. Ah ouais. Tout à fait. Mais ça, attention, il est à moitié. Et j'ai dit à moitié. Complètement quand on se comporte comme un saxon, on est traité comme un saxon. Voilà, on va pas faire de xénophobie primaire parce qu'autrement on mettrait les Irlandais dedans. Ce qu'on va pas faire. Y aurait-il moyen que tu mettes quand tu auras le temps J'ai perdu l'auberge. Et on revient à l'auberge après cette considération politique. Moi, je vais quand même aussi, si vous voulez, l'année a plutôt été propice pour mon fief. Vous savez que maintenant j'en suis responsable. Vous étiez là à mon mariage et vous savez que j'ai hérité, même si mon père n'est pas mort. Il est d'ailleurs un peu, je l'ai trouvé en meilleure santé, un peu moins pâle quand je suis revenu. Dame Morgane, n'hésitez pas, ou Lady Morgane, pardon, à aller le voir. Ça lui fait toujours très plaisir de vous voir. Oui, je lui ai rendu visite quelques fois. Bon, bah, c'est gentil parce qu'en mon absence, j'avais peur qu'il passe devant Dieu sans que je sois là. Mais bon, si vous étiez là, pas très loin. Tu es là. Tant que tu es là, je suis serein. Morgane. Oui, ne t'inquiète pas.
j'en prends soin. Alors que vous discutez, une jeune femme, rousse, hein, elle fait très couleur locale hein, dans cette auberge, que tu reconnais, je ne sais pas si tu vas la reconnaître directement, Aliat, mais... Je la connais parce que je ne me souviens plus de son nom. Mais voilà, mais Niall, lui, évidemment, la reconnaît, puisqu'il s'agit de Ethné, la hardie, une chasseresse réputée sur les terres de Longcott. Alors, elle chasse évidemment pour le seigneur de Longcott, hein, pas de braconnage. Et elle fait un petit signe demandant l'autorisation de s'approcher de votre table. Bien sûr, Ethmé entre. Et je lui sers une bonne bolée de cidre. Ah bah c'est trop d'honneur que vous me faites, messire. J'installe une chaise rapidement en table. Vous voyez qu'elle se force un petit peu, quand elle dit messire Niall, vous voyez du respect hein, pour Niall, mais une forme quand même de proximité, sans doute un peu fraternelle, qui a été partagée pendant longtemps et qui rend difficile de soudain placer une forme d'écran lié au nouveau rang de Niall entre eux. Et elle s'installe. Je pensais que l'information dont je dispose pourrait peut-être, sans aucun doute même, vous intéresser. Notamment Messire Maelwen de Southmore, hein, je crois, et Danton. On dit que lors de la dernière course, vous avez attrapé le cerf rouge. Eh bien, figurez-vous que on dit que les forestiers de Coxwell, c'est un des petits fiefs vers Faringdon, tout au nord de la vallée, qui est à la frontière, à la lisière de la forêt de Campa-Corentin. Enfin, l'un des fiefs qui est à la lisière, oui, mais un peu au nord. On dit que les forestiers de Coxwell ont vu un cerf blanc dans la forêt de Campa-Corentin. Cyrèderne de Coxwell pense pour sa part, a priori, qu'il s'agisse d'une biche blanche, une blanche biche, mais pour autant, toute la vallée va bientôt en parler. Et il ne fait aucun doute que ceux qui ramèneront ce trophée de chasse seront couverts de gloire. Cet animal ne peut pas être chassé par des gens du commun. Vous vous en doutez bien. Même si la forêt de Campa-Corentin est un territoire de chasse qui n'est revendiqué par aucun seigneur, puisque la forêt reste sauvage. Je me suis dit que peut-être cela pourrait vous intéresser. Les vieilles femmes sages d'ailleurs du pays prétendent que celui qui saura capturer l'animal fabuleux gardera santé et bonne fortune jusqu'à la fin de ses jours. Nous te remercions de l'information, Ethné. Hein. Et je me retourne vers... C'est une information de première main. Il est probable que quelques chevaliers, quelques seigneurs proches de la forêt de Campa-Corentin aient déjà commencé ou initié la chasse. Mais a priori, la plupart d'entre eux sont encore calfeutrés devant leur cheminée en attendant que toutes les neiges soient fondues. Et peut-être que... Enfin voilà, Et par curiosité professionnelle, ça vous intéresserait de suivre la chasse? Je pourrais vous guider, mais évidemment, je me devrais de me tenir en retrait devant mes seigneurs. Vous pouvez faire, ceux qui sont païens en tout cas déjà, vous pouvez me faire un petit test de folklore. Bah, tout le monde peut faire un test de folklore. Ou de religion païenne, au choix. Donc pour les chrétiens, ce sera folklore obligé, et les païens ont le choix entre les deux. Regarde, c'est folklore. Putain, je suis plié en folklore. Moi aussi. Oh bah dis donc, tiens. Mais tout le monde, à part Sir Maelwen, qui s'y connaît plus en cerf, Comme blanche. en cerf rouge qu'en cerf blanc en fait. Hein, mais C'est ça.
ces histoires de Blancer, évidemment, vous en avez entendu parler déjà. Alors, Edern, ton père, lui-même, t'a parlé de la chasse au Blancer ou à la Blanche-Biche il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Il y a un an, lorsqu'il te remettait cette ceinture. C'est une créature quasi légendaire, alors qui doit sans doute être un cerf blanc, mais particulièrement rare et on le dit très très difficile à attraper. Mec, tu fais 6 paladins, 6 clairs. Là, on entend, ouais. Bah, monsieur. Désolé. Évidemment, et vous guidez pour essayer de au moins juste trouver la trace. Et puis, si en tout cas tel était votre souhait, mes seigneurs. Je suis partant pour ma part. Niall, Morgan, Maëwen. Évidemment. Allons. Est-ce que c'est ton souhait, Niall? Bah écoute, moi je fais parfaitement confiance à Entna et je pense que comme le cerf rouge, le cerf blanc peut faire partie peut-être de notre future légende. Dis-je avec un léger sourire. Ah, et puis, Eh bien, allons-y. si pour le coup nous pouvons mener la chasse ensemble, ça n'en sera que mieux. Tout à fait. Alors, Bien. vous n'allez pas le faire là tout de suite ce soir à cette heure-ci, j'imagine. Non. Mais, Je découpe un morceau du porcelet, et je lui sers une assiette avec un pichet de cidre. Bienvenue à bord. Buvons ce cidre enfin. Ah bah dis donc, Arrêtons de il se tergiverser. réchauffait. Il se réchauffait. Ah, d'ailleurs, vu que vous n'avez pas vu depuis longtemps Niall, Niall a pris un petit peu de De distance avec la boisson. Non, ça va. Non, justement, c'est plutôt le contraire. Il est maintenant beaucoup plus capable d'encaisser la boisson, car il semble avoir eu peut-être une poussée de musculature et de taille. Il a pris en largeur et en hauteur. c'est la chevalerie en fait. Vous êtes nombreux à avoir changé de carrure, mais bon, sans doute aussi le port du haubert de maille y est pour quelque chose. Hein. C'est ça. Exactement. Moi, j'ai pris, La dernière année avant 21 ans, taille. c'est ça. J'ai bien pris 8 cm, je pense. C'est ça. Ouais, je crois qu'on a tous pris un peu en taille de ce mot aussi. Oui, alors c'est un effet de bord technique, on va dire que ça n'est pas aussi brutal que cela, mais que voilà, vous aviez déjà à peu près cette taille et cette corpulence, mais vous n'étiez pas encore complètement à l'aise dans votre corps de jeunes adultes, alors que maintenant vous en avez pris la pleine mesure. C'est mieux dit, hein? Ouais. La barbe commence à pousser. Chouette, très beau. C'est ça. Non. Quoique. Dis donc. Vous ne serez pas un poil roux, là. Je vais proposer tout de suite, je retends du cidre à mes compagnons avant qu'ils se tapent dessus. Ah, ça fait du bien une petite rix, non? Dans cette auberge. Ça mettrait tout le monde d'accord. Oui, on va éviter. On va éviter. Hein. Moi je vais remercier. Êtes-vous raisonnable ou certains d'entre vous se laissent-ils aller un petit peu à la chaleur, à la qualité du cidre, à cette ambiance festive et à quelques excès? Non, Complètement pas raisonnable. d'excès. Complètement raisonnable, pas d'excès. Ah, moi, je pense que je fais des excès, ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Je suis content de retrouver. Non, tout le monde. très Non, bien. je fais avec plaisir la fête, mais je n'exagère pas sur le cidre. Et demain Bien matin, sûr, à l'aube, nous j'exagère partons complètement. chasser le cerf blanc. Hein. N'oubliez pas. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. On se couchera avant que la lune soit à son zénith. Mais dansons. Mais Ah, vous dansons, dansez. en plus. Vous Ah, dansez bah, en plus. Ah bah oui. Je vais venir danser avec toi, moi. Mais enfin, Kylian, dansons, fêtons l'arrivée de vos prochains enfants. Et voilà. Et ben, je Fêtons suis nos tellement retrouvailles. ému qu'Eden va aller danser, mais c'est assez Prochain pitoyable. neveu.
C'est assez pitoyable, mais vu l'auberge, pas une question de... Il y a mieux. Et une fois n'est pas coutume, Maëlwen... Tiens, ça danse. Ah bah. Bras l'un dans l'autre, on y va. Et moi je regarde Morgane parce que Oui, Morgane ne non, se non, lève mais- pas. Et elle dit Morgane, viens danser l'ami. Ah si, moi, Je Ah, tends moi, je j'y tends vais. la main. Accordez-moi Bien cette sûr. danse. Charles. Montre-nous ce que tu sais bien faire. sûr. Ah bah alors là, je fais la ronde, je fais tout ce que tu veux. Ah, j'aime ça. Ah, je danse. Je suis pas trop mal, hein. Oh, joli. Plutôt pas mal, Eh, plutôt c'est pas pas mal, mal du malgré les bolets de cidre, ouais, c'est plutôt pas mal. Oui, oui, Je à suis part trop Edern. heureuse En de fait, faire bientôt de neveu ou nièce, je ne sais pas. Non, mais En tout Edern essaye de reproduire cette fameuse danse particulière qu'il a déjà réalisée lors du banquet d'Oxford, celle qui lui a valu d'emporter le cœur de sa jeune épouse Lindsay. Vous savez, la danse, enfin une danse particulière. Une danse. Il l'a- L'histoire est écrite par les vainqueurs, semble-t-il. Voilà. C'est lui qui a inventé la danse moderne de discothèque. Moi, je vais être une sobre excellente soirée. et assez tôt, je vais aller me coucher parce que cette histoire de cerf, j'ai dans l'idée que ça puisse être un présent pour mon épouse et pour la naissance de mon enfant à venir. Et donc, je prends ça extrêmement au sérieux. Et c'est chose sérieuse, évidemment. Mais c'est clair. Maëlwen, peut-être seras-tu un petit peu sage aussi, alors que visiblement, de toute façon, Morgane Nial se laisse entraîner par la musique, la sarabande autour d'eux, ces danses qui n'en finissent pas. Et c'est sans doute un peu trop tardivement et alcoolisé que vous finirez par rentrer vous coucher. C'est vrai que je suis un peu chiant avec Sivan. Et quand je m'en vais, il va falloir que vous couvriez ces deux-là. Donc, je pense que vous feriez mieux d'y aller aussi. Alors, j'ai pas compris avec qui c'était chiant. Non, c'est Ethné, pardon, c'est pas Sivan. Ah, La chasseuse. La chasseuse. la chasseuse. Ethné. Ah bah, elle sera peut-être allée se coucher en même temps que vous, elle. Hein Ouais, parce qu'elle est sérieuse, en fait. C'est une professionnelle. Bah, écoute, Et donc, vous allez vous coucher. Voilà, Ouais, moi, je suis allé me coucher, ouais, tranquille. Et le lendemain matin, je vais vous mettre la vue du manoir de Longcote. Si vous avez pu dormir, vous n'avez pas dormi à l'auberge. Hein. A priori, vous avez été accueilli au manoir par le seigneur de Longcote. J'ai une couche attitrée au cas où. Sauf Nial qui est absolument... De toute façon, il était plus en état de ramper jusqu'au manoir. Donc il a préféré dormir à l'auberge. J'ai une couche pliable au balcon. Pour Morgane Les et... grilles sont aménagées, en fait. C'est ça. Morgane et Nial, vous allez me faire un jet d'énergie, si vous voulez bien. Oh là là. Ah bah oui. Oui, mais bien sûr, on va prendre une petite passion pour ça. 7, 7, 7, 7, 7. Voilà. 7. Ça va bien. Voilà. Ça va bien, nous on est bien. Et vous êtes... alors, Pas d'une du part, tout, vous êtes quoi. quand même... Vous êtes tous deux plutôt énergiques, habituellement. Et vous avez... Surtout Nial. Hein. Nial, en plus, lui, il a l'habitude des petites nuits. Et donc, vous êtes au petit déjeuner, alors, certes avec les yeux plus cernés que vos deux compagnons, mais vous êtes au petit déjeuner, au manoir de Longcote, à temps et en heure, hein, sans problème. Et vous allez pouvoir assez rapidement vous préparer. Ces écuyers qui ont eu vent de votre volonté de partir à la chasse dans la forêt de Campa-Corentin, vous savez, cette forêt où certains parfois se perdent et reviennent des années plus tard, touchés par un mal étrange, par exemple. Hein, mais vous avez décidé d'aller y chasser le blanc-cerf. Et Ethné va vous accompagner.
Et vous allez partir vers le nord. Hein. Il vous faudra assez peu de temps, en fin de compte, pour atteindre les terres de la maison de Coxwell, puis voir devant vous la grande forêt de Campa-Corentin, dans laquelle vous allez, je n'en doute pas, pénétrer. Je suis en train de chercher, je ne l'avais pas sortie, mais je vais vite la trouver, la forêt de Campa-Corentin, 2 jours, la voilà. Et vous commencez, en fait... 2 jours, ça. Ok. Oui, c'est 2 jours, mais parce que c'est une forêt épaisse, que le soleil a toujours un petit peu de mal à percer ses frondaisons. C'est une forêt un petit peu étrange et magique, hein, souvent inquiétante, et d'ailleurs peut-être la voit-on plus sombre qu'elle n'est réellement. C'est quelque chose de constant. Mais là oui, c'est 2 jours, évidemment. Et Ethné vous guide en fait dans les lieux de la forêt. Alors, vous commencez à vous enfoncer un petit peu dans cette forêt où on dit avoir aperçu le blanc-cerf à la recherche d'une trace, en fin de compte, pour vous permettre d'initier la chasse, parce que il faut commencer déjà par avoir une trace à suivre ou éventuellement à apercevoir la bête. Et alors que vous allez votre chemin, vous commencez à entendre quelques... Je ne sais pas, faites-moi voir un test de vigilance pour voir ce que vous entendez d'ailleurs. Ah bah, c'est parfait. Alors vous, non, mais Nial. Nial, tu entends des aboiements de chiens. Et alors que tu regardes un petit peu autour de toi, tu aperçois des chasseurs, et effectivement, il y avait un certain nombre de chiens qui arrivent vers vous, alors qui vous surprennent un petit peu, du coup, par contre, Maelwen, Morgan et Edern, lorsque ces chiens déboulent, en fait, derrière un fourré. Et vous allez me faire un petit test. Il y a eu de la montée en vigilance, oui. Vous allez me faire un petit test d'équitation, si vous voulez bien. Vous autres, les Italiens, vous étiez pas aussi alerte, je trouve. Disons que pour une fois, c'est ta chasse. Bah, écoute. Arniel, tu n'as pas besoin de le faire, ce test d'équitation, puisqu'en fait, tu as vu les chiens arriver, donc instinctivement, tu as repris un petit peu la bride de ton cheval, de manière à ce que il n'y ait pas de mauvaise réaction. Bon, après, certes, vous n'êtes pas toujours très très doué en chasse. Je tiens à rappeler qu'il y a de cela Non. moins d'un an. Vous êtes quand même perdu dans le bois de Je vois même pas de quoi tu parles. Il y en a certains qui ont pris des cours d'équitation, de ce que je vois aussi. Mais vous voyez, en fait, effectivement, il y a des chiens qui arrivent. Donc, bon, vous calmez vos chevaux qui sont un petit peu effrayés par l'irruption de cette meute. Et puis, bientôt, vous voyez 2 hommes qui galopent dans votre direction, qui ont l'air de suivre les chiens, en fin de compte, tout simplement. Alors, évidemment, lui, je ne l'ai pas pris au bon endroit. Et... En voilà. Il est blanc. Peut-être est-il le fils du meunier. Non, stop avec des... Cette rumeur est finie. C'est exactement. Et ils arrivent. Du Seigneur. Le premier, donc, un assez beau jeune homme, en fait, à la chevelure dorée, avec une expression assez hautaine, en fait. Lorsqu'il arrive, d'ailleurs, il vous toise un peu, alors qu'ils arrêtent leurs chevaux, à proximité des vôtres. Oh là, sire chevalier, n'avez-vous point aperçu une biche aux abois, une biche dont la fourrure est blanche et pure comme neige d'hiver? Pas du tout. Non, nous l'aurions déjà chassé si nous l'avions vu. Il semble particulièrement irrité par votre réponse négative. Bien. Il retourne son cheval. À qui avons-nous l'honneur Et il les prend, repartant au galop. Et alors, son compagnon, a priori, le brun, le regarde partir, vous regarde l'air un peu
un peu désolé en fait. Alors j'ai Vous posé voyez, une question, mais il ne m'attend pas en fait. Hein, c'est ça, il est parti sans. Non. Ok. Non, mais veuillez C'est le russe, pardonner quoi. la. Non, mais Sir Seriol n'est pas est un petit peu pressé. Veuillez pardonner Saat, Messire. C'est un gibier fort merveilleux que nous poursuivons océan et il semble que nous ayons bel et bien perdu sa trace. Oh, c'est Je dommage. me nomme Sir Nedig. Enchanté. Et donc, Enchanté. j'accompagne Sir Seriol. Je vais devoir le suivre. Je vous souhaite bonne chasse, peut-être, vous aussi. Et bonne chasse à vous aussi. Bonne chasse à vous. Mr. Messi. Bah non, moi je dis rien. Je suis Maëwen de Sansement. J'espère que c'est nous qui allons l'attraper et pas eux. Oui, mais Ah, je ne sais pas. Vous savez, Sir Seriol est célèbre pour son habileté dans l'art de la chasse. Hein. Et Oui. d'ailleurs, beaucoup le voient déjà marié à la fille de leur bien-aimé seigneur, puisque, en fait, Sir Harry de Woodstock, notre suzerain, le mènerait de terre de Woodstock qui sont dans le comté de Ridishan. Hein, Vous en avez entendu parler quand vous étiez à Oxford, hein, mais vous êtes de... Bah, en fait, la forêt de Campa-Corentin sépare Ridishan et... donc ils ont dû arriver par l'autre côté, eux. Ils sont loin de chez vous, A quand promis même, la main de sa fille à qui ramènerait cette blanche biche de la chasse. Sa fille d'herbe. Imaginez. Ah. Les Belle et feux, richement dotée. Hein. les feux de l'amour. D'accord. Et si c'est moi qui la ramène. Eh bien, si vous la ramenez, alors je ne sais pas d'abord si cette promesse tient pour les chevaliers extérieurs à Ridishan. Concernant ce qu'il adviendrait de la façon de respecter cette promesse vis-à-vis d'une chevaleresse, je vous enjoins, si vous attrapez la Blanche Biche, à aller voir Sir Harry de Woodstock, et je ne doute pas qu'il trouvera solution à cette chose inattendue. Mhm. Tout à Non fait. pas que vous soyez chevaleresse, hein, mais que vous voyez que là il est en train de sortir les rames. Ouais, ouais. Bah, nous aussi, hein. Nous on regarde et on sort les rames aussi parce que je me mets à sa place en fait. J'ai un moment où je me mets à sa place. allez, bonne Et- chasse. Mais je crois qu'il va falloir que j'y aille. Oui, En tout c'est- cas, c'est bien, bonne c'est chasse à bien. vous. Oui, oui, Ça je me digue. pense. Il se Et- fait tard, en effet. Et d'ailleurs, à ce moment-là, en fait, vous entendez le son d'un corps qui retentit un petit peu plus loin, en fait. Hein. Oh, c'est Tuvin, il a dû retrouver les traces de la biche, dit-il. Et là, par contre, il éprenne son cheval et il part en direction du corps que vous venez d'entendre. Et nous ferons la suite la prochaine fois.